Par tous les pépins de la pomme de Newton, bonsoir! Ici Martial. Dans la dernière vidéo, j'ai tenté de décrire le système solaire uniquement avec des mots extrêmement simples. Certains ont aimé, d'autres ont fait des critiques constructives, et certains d'entre vous n'ont pas aimé du tout. Du coup, pour tenter de rétablir l'équilibre de l'univers, je vais aujourd'hui partager avec vous tout un tas de mots peu connus, mais que j'aime beaucoup, et qui sont utilisés en astronomie. De temps en temps. Enfin, rarement. Très rarement même. Parce que ce sont des mots obscurs. Les éclipses, c'est génial, mais ce sont aussi des événements astronomiques rares et brefs. Du coup, après en avoir observé une, on peut se demander quand est-ce que ce phénomène se reproduira. Eh bien, vous n'avez qu'à attendre un Saros. Le mot Saros désigne une période de 223 lunaisons, ce qui équivaut à environ 18 ans. Un Saros après une éclipse, la Terre, la Lune et le Soleil se retrouvent dans la même configuration, et une éclipse très similaire se produit. Alors, d'autres éclipses différentes se produisent durant cet intervalle de temps, et prédire de manière exacte le timing des éclipses à venir nécessite bien sûr de faire des calculs un peu plus complexes. Mais le Saros reste un cycle remarquable. Genre, entre l'éclipse solaire de 1999, que j'ai vue, mais j'avais 4 ans donc je m'en rappelle pas très bien, et la grande éclipse américaine de 2017, qui a eu son lot de vidéos YouTube, eh bien il y a un Saros. Bingo! Les éclipses de soleil se produisent toujours à la nouvelle lune, la phase de la lune durant laquelle sa face visible n'est pas du tout illuminée par le soleil, tandis que les éclipses de lune ne peuvent se produire que lors d'une pleine lune, ou pansélène, si vous voulez utiliser des mots anciens stylés. Ensuite, ceci est un croissant de lune, c'est facile, et ça c'est un quartier, ou demi-lune, vous connaissez aussi, mais comment appelle-t-on cette phase-là? Eh bien ici, la lune est gibbeuse. En passant, la ligne de crépuscule qui sépare la partie éclairée de la partie sombre d'un corps céleste, là où l'observation des reliefs est la plus facile, a également un nom cool. C'est le Terminateur. Et il reviendra. Coruscant n'est pas que le nom d'une planète dans Star Wars, c'est aussi un vrai mot, un adjectif utilisé pour décrire quelque chose de brillant, d'étincelant. Donc, on peut dire que Vénus paraît très coruscante dans le ciel. Et les deux petits espaces vides que l'on voit entre les anneaux de Saturne et le disque de la planète sont appelés les subanélaïdes, croyez-le ou non. Dans la doctrine catholique, les limbes sont une partie de l'au-delà, située aux marges de l'enfer. C'est un mot évocateur, familier aux explorateurs de l'imaginaire et des mondes oniriques. Mais le mot a aussi un sens précis en astronomie. Les limbes sont les bords apparents du disque d'un astre. Par exemple, ici on voit des taches solaires près du milieu du Soleil, d'autres taches plus grandes près du limbe Est, et un autre groupe de taches dans le limbe Ouest. Uranorama est un mot ancien et très rare qui désignait une sorte de planétaire destiné au grand public, un modèle du système permettant d'exposer les mouvements des corps célestes. Pensez panorama, mais pour le ciel, donc ça donne Uranorama, une vue des cieux. Vous savez, lorsque l'on observe le ciel la nuit, on peut voir une myriade d'étoiles. Sauf que pas vraiment, parce qu'à la base, le mot myriade n'était pas utilisé pour dire beaucoup ou un grand nombre de manière vague. Non, le sens antique de ce terme était précisément 10 000. Alors, dans des conditions optimales, il y a peut-être environ 10 000 étoiles dans le ciel qui peuvent être vues et comptées par une personne avec une excellente vision. Mais ça, c'est l'estimation haute. Des valeurs plus petites sont souvent données pour le nombre d'étoiles visibles à l'œil nu. Et en pratique, il faut tenir compte d'une autre contrainte. La Terre n'est pas transparente. On ne voit que la moitié de la sphère céleste à la fois. Et donc seulement la moitié de ces étoiles sont simultanément visibles pour un observateur. Autrement dit, il serait plus rigoureux de dire qu'en regardant le ciel nocturne, on peut voir une demi-myriade d'étoiles. Ou peut-être même juste un tiers de myriade. Ça sonne moins bien. Maintenant, parlons du zodiaque. Non, pas le bateau, pas le tueur, pas les chevaliers, ni même ce zodiaque-là.
Je veux parler du sens originel du mot zodiaque, qui est simplement une région du ciel. Pour être plus précis, c'est une bande circulaire de 17 degrés de large autour de la trajectoire apparente du Soleil dans le ciel. Une zone dans laquelle la Lune et les planètes restent toujours. C'est le plan grossier du système solaire, si vous voulez. De notre point de vue terrestre, le zodiaque contient aussi une série de constellations, devant lesquelles le Soleil semble passer au cours de l'année. Les astrologues vous diront qu'il y a 12 constellations dans le zodiaque, qui correspondent aux 12 signes. Mais les astronomes, eux, savent qu'il y en a plutôt 13. La 13e constellation, que l'astrologie semble avoir oubliée, est le Serpentaire, qu'on appelle aussi Ophiuchus, l'homme au serpent. Bon, ici, il serait très facile de se moquer de l'astrologie, et dire que c'est stupide et que ça ne marche pas. Sérieux, ils sont même pas capables de compter leurs constellations correctement. Mais pour être fair-play, les constellations n'existent de toute façon pas vraiment. Je veux dire, ce ne sont pas des entités astronomiques concrètes, comme les amas stellaires ou les galaxies, qui sont des groupes d'étoiles liés gravitationnellement. Non, une constellation est juste une région du ciel dans laquelle des humains avec beaucoup d'imagination ont décidé qu'ici, eh bien, les points lumineux ressemblent un peu à... je sais pas, deux bonhommes, je dirais. Alors appelons ça les Gémeaux, peut-être? Ouais, on peut relier les points et diviser le ciel un petit peu comme on veut. La plupart des constellations du zodiaque sont nommées d'après des animaux, ou ont pour nom des mots simples, dont il est facile de deviner la signification. Mais est-ce que vous avez déjà entendu parler d'un Sagittaire dans un autre contexte? Et mince, c'est quoi un Capricorne? Eh bien, en latin, Sagittarius signifie archer, et Capricornus veut dire à cornes de chèvre. Les représentations traditionnelles de ces constellations, qui sont celles de créatures hybrides, une sorte de centaure pour le Sagittaire, et une créature mi-chèvre, mi-poisson pour le Capricorne, sont un héritage de la mythologie mésopotamienne. Une autre constellation du zodiaque qui porte un nom bizarre est le Cancer. Mais elle n'a pas été nommée d'après la maladie. En fait, Cancer veut dire crabe ou écrevisse en latin, et ce mot est apparenté au grec karkinos. Là aussi, il en faut de l'imagination pour voir un crustacé dans ça. Mais il fallut sans doute encore plus d'inventivité à Hippocrate, le père de la médecine, pour regarder la pire des maladies et trouver une ressemblance entre ces tumeurs et des animaux qui sont plutôt adorables. En parlant de crabes, les scientifiques ont remarqué que plusieurs groupes de crustacés différents, sans lien de parenté particulier, ont tous évolué vers un mode de vie et une forme très similaire. La forme de ce que vous et moi, on appellerait juste un crabe. Apparemment, c'est arrivé au moins 5 fois indépendamment, et on se retrouve donc avec plein d'espèces qui ont une anatomie externe et interne très similaire, alors que leurs ancêtres étaient des animaux de familles différentes qui n'avaient pas des corps de crabe du tout. Les choses ne cessent d'évoluer en crabe. Et ce processus, qui est un bon exemple d'évolution convergente, est appelé la carcinisation. Alors oui, on s'éloigne pas mal de l'astronomie là, mais c'est parce qu'il y a plein de mots intéressants ici sur Terre. Escarpolette est un vieux mot pour parler d'une balançoire. Un boustrophédon est un texte ancien, dans lequel le sens de lecture alterne d'une ligne à l'autre. On lit tantôt de gauche à droite, tantôt de droite à gauche. Aucune liste de mots obscurs ne serait complète sans une mention du pétrichor, la bonne odeur de la terre après la pluie, et érubescent est un joli adjectif pour désigner quelque chose qui devient rouge. Évidemment, il y a déjà beaucoup de sites, d'articles et de livres qui répertorient ces mots rares et peu connus. Si vous y jetez un œil, vous remarquerez que ces ressources ont tendance à lister beaucoup de mots littéraires, notamment des noms savants de figures de style, énormément de mots issus du jargon des marins, ainsi que beaucoup de mots obscurs qui sont simplement devenus désuets à cause du temps, alors qu'ils étaient autrefois des mots tout à fait courants. La même chose est vraie pour le vocabulaire des scientifiques qui étudient l'univers. Je parie que vous n'avez pas entendu parler de la quintessence, des épicycles, d'impetus, du phlogiston ou de l'éther luminifère récemment,
parce que ces mots désignent des concepts qui sont aujourd'hui considérés comme étant obsolètes. De nouvelles découvertes et des avancées dans notre compréhension des lois de la nature nous ont menés à conclure que les notions désignées par ces mots n'étaient pas valides. Et donc on a arrêté de les employer. Et qui sait, peut-être que certains mots que l'on utilise couramment en science aujourd'hui auront le même sort. Quoi qu'il advienne, j'espère que ça vous a plu de découvrir avec moi ces mots classe. Sérieusement, phlogiston, c'est quand même énorme comme mot, même si cette substance n'existe pas. Et je voulais aussi rebondir sur les retours de la dernière fois, et souligner qu'une bonne partie de vos remarques sont valables. L'exercice de style de la dernière vidéo, qui est d'ailleurs une idée totalement originale, est une bonne illustration de l'importance des mots compliqués. Nous avons besoin de mots spécifiques pour parler de concepts spécifiques, pour apprendre des notions précises et penser à de nouvelles idées complexes. Expliquer le système solaire sans nom propre et avec le vocabulaire d'un enfant de 4 ans peut être intéressant, didactique et drôle, mais ça peut aussi être assez confus. Et pour conclure, je devrais probablement vous informer que un des mots obscurs dont j'ai parlé dans cette vidéo est complètement inventé et n'existe pas vraiment. Salut!